la maladie dont souffrent beaucoup de gens, c'est l'incapacité à revenir en arrière, à décanter. Autrement dit, le devenir est devenu l'impératif catégorique. Ce que les choses sont devenues, c'est ce qu'elles étaient de toute façon déterminées à être tôt ou tard. Une espèce de fatalisme en ce qui concerne ce que les choses deviennent, ou sont devenues, ou doivent devenir. Ce fatalisme, on le voit dans la plupart des discours qui sont tenus, que ce soit sur les langues, sur les religions, sur l'astrologie, sur l'humanité, la société, la politique, etc. Et c'est une épidémie, c'est une maladie fâcheuse, contre laquelle, à mon avis, Descartes avait voulu partir en guerre, lui qui proposait de remettre les choses à plat, de faire table rase et de revenir à des choses simples, quitte à les complexifier dans un temps ultérieur. Or là, on part du complexe pour aller vers l'action. Donc on va du complexe vers le simple, si on peut dire, si tant est que l'action aboutisse à quelque chose de simple. Donc au lieu d'aller du simple vers le complexe, on va du complexe vers le simple. Bon. Alors, pour moi, il s'agit avant tout d'une incapacité. Quand j'entends des gens discourir, par exemple, sur le judaïsme, et considérer comme un tout à la fois l'Ancien Testament et à la fois ce qu'est devenu le judaïsme, en se montrant apparemment complètement incapable de retrouver l'élan initial, le plan initial, eh bien, je trouve ça désolant, notamment chez les historiens. Parce qu'il y a plusieurs façons de se penser historien. Un historien, est-ce que c'est quelqu'un qui entérine un fait accompli en disant voilà, les choses sont ce qu'elles sont devenues? Ou bien est-ce qu'il est capable de remonter dans le temps et de retrouver le profil originel d'un savoir, d'un système? Puisque tout est système pour moi sur le plan des sciences sociales, bon, un savoir est né d'une forme de systématique, d'une forme de systémique. Et c'est en ce sens-là qu'on peut parler de structuralisme, quelque part. Descartes, quelque part, est structuraliste dans le sens où il considère qu'il faut revenir à des grands principes. Parce que l'être humain, l'intelligence humaine, n'appréhende véritablement que ce qui est simple. Et ensuite, il y a des prolongements et des ramifications, développements, mais ce n'est pas à ce stade-là que l'on peut véritablement appréhender la cohérence des choses. La cohérence des choses s'appréhende quand on revient au plan initial. Alors, beaucoup diront, mais on ne connaît pas le plan initial. Donc si on ne connaît pas le plan initial, eh bien on va devoir se contenter de ce que les choses sont devenues. Ça nous rappelle la fameuse anecdote de l'homme qui cherche sa montre là où elle n'est pas tombée, mais là où c'est éclairé. On ne peut pas continuer à accepter ce genre de raisonnement, assez cynique d'ailleurs en vérité. Alors effectivement, si le fait de remonter à l'origine fait apparaître en aval des déviances, des dérives. C'est d'ailleurs la même racine, quelque part, que le mot devenir, qui est aussi une forme de déviance. Même le mot évolution peut être considéré comme une forme de déviance. Les choses évoluent
donc se transforme. Voilà. Je ne sais pas très bien comment. Autrefois, on pensait que la ville, elle évoluait, qu'il n'y avait pas besoin d'établir un plan d'urbanisme, par exemple. Aujourd'hui, il y a un décalage croissant entre les sciences humaines et la technoscience, parce que la technoscience, elle maîtrise ce qu'elle est, elle maîtrise son processus, et les sciences humaines, elles n'y parviennent pas. Ce qui leur manque épistémologiquement, c'est la capacité à revenir en arrière et non pas à devenir. Le mot devenir est un mot qui a été notamment illustré par Simone de Beauvoir et l'existentialisme en général, n'est-ce pas? On devient, on est ce qu'on devient. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce que les choses deviennent, c'est ce qui fait véritablement leur être. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher un être originel. L'être, il naît du devenir. Alors, je suis totalement opposé à cette façon de voir les choses, bien évidemment. Et en ce qui concerne la question du judaïsme et du christianisme, mais je pourrais donner bien d'autres exemples, dans le domaine notamment linguistique. J'en ai parlé encore il n'y a pas longtemps, et il ne faut pas du tout, en linguistique, dans le domaine des langues, accepter. Et la langue, justement, c'est justement une mauvaise école. Apprendre une langue, c'est se contenter de voir ce que les choses sont devenues. Et c'est très fâcheux. Il faut avoir une approche beaucoup plus cartésienne de la langue et montrer justement comment elle est systémiquement construite et comment elle a pu éventuellement se corrompre, dévier, se dévoyer. La notion de déviance doit être constamment enseignée et rapidement, tout comme celle d'ailleurs de déni, comme celle de mimétisme, comme celle de tout ce qui crée ce qui est faussé quelque part. Ce qui crée un fossé d'ailleurs, ça même. J'ai notamment montré que il ne faut pas avoir peur, n'est-ce pas? Il ne faut pas avoir peur de remettre en question des choses qui semblaient complètement inscrites dans le marbre. La langue française, pour ne parler que d'elle, elle a des défauts, elle a des dysfonctionnements, et il faut le signaler. Notamment, je ne reviens pas là-dessus, sur la construction du possessif, l'emploi du possessif, qui est tout à fait bizarre et insuffisant. Il faut corriger. Nous entrons au XXIe siècle, dans un siècle où on n'aura pas peur de corriger les systèmes qui sous-tendent les activités sociales. La langue doit être réparée, tout comme une voiture doit être réparée, à condition qu'il y ait un ingénieur qui puisse déterminer ce qu'elle est au départ, et ce qu'elle doit être, et ce qu'elle doit rester. Si on n'en est pas capable, évidemment, on ne peut que faire de nécessité vertu et prendre les choses comme elles sont devenues. Et apparemment, les femmes sont beaucoup plus douées pour rendre compte de ce que les choses sont devenues que pour retrouver l'origine, la source des choses. Et ça joue énormément sur notre société. Pour revenir au judaïsme, aussi, je dirais que le messianisme n'est pas forcément partie intégrante du judaïsme. Il l'est devenu, mais il ne l'était pas à l'origine. Quand on commence à dire ça à quelqu'un, on dit « Mais comment vous pouvez le savoir ?» En faisant cette réflexion-là, on fait l'aveu d'une impuissance. Moi, je ne sais pas comment les choses sont devenues ce qu'elles sont devenues. Donc je constate seulement qu'elles sont devenues comme ça, et j'en prends acte. Voilà ce que les gens, au fond, ils sont en train de vous dire. Hein, c'est un aveu d'impuissance. Or, il se trouve qu'il y a certaines personnes qui ne souffrent pas d'une telle impuissance. Et ça, c'est très gênant, parce que tout d'un coup, ils vous disent « Mais non, au départ, c'était pas comme ça.
au départ, c'était autrement. Et puis il y a eu des choses qui se sont rajoutées, et des choses qui ont été enlevées, et des choses qu'on n'a pas comprises, qu'on a mal transmises. Et quand on est en face de quelqu'un comme ça, c'est très déroutant parce que on a l'impression d'être sur des sables mouvants, c'est très déstabilisant. On voulait, c'est pas qu'on voulait croire que les choses étaient ce qu'elles étaient devenues, mais on était convaincu que de toute façon on ne pourrait pas prouver le contraire. Donc c'est une thèse, ce qu'on appelle une thèse infalsifiable. Oui, ben les choses sont ce qu'elles doivent devenir, parce que de toute façon, on ne peut pas savoir, on ne peut pas le savoir. Donc si on ne peut pas le savoir, ben alors comme ça, il n'y a pas de problème. Bon, mais ça, c'est cette espèce de cynisme épistémologique en disant, ouais, voilà, bon. Ben. Et pour revenir encore une fois au judaïsme, il est très important de revenir aux origines. Comment peut-on, quand on est en face d'un texte, par exemple, comme les premiers chapitres de la Genèse, à commencer par le premier, comment peut-on en faire la critique, par exemple? Car faire la critique, c'est aussi remettre en question ce que les choses sont devenues. C'est remettre en question une certaine cristallisation. Dire, mais voilà, vous me présentez ce texte comme ça, et vous pouvez me faire croire que c'est ce texte-là qui était là à l'origine, mais il ne tient pas debout, ce texte. Les choses ne se suivent pas de manière cohérente. Donc, c'est la logique qui déjà, une certaine acuité intellectuelle qui permet de décortiquer, de disséquer le texte, de le déconstruire et de montrer que ce qu'il est devenu ne saurait être pris au sérieux à la limite. Mais on voit bien une espèce de lassitude par rapport à, de résignation par rapport à ces questionnements-là. Oui, bon, ben voilà, bon, ben, voilà, bon. Alors, tant pis, on va prendre ce que c'est devenu, voilà, bon, ben voilà. Bon. Or, on peut repérer les déviances, on peut repérer les emprunts, on peut repérer les calques, on peut repérer les additions, etc. etc. C'est pas du tout inconcevable, c'est tout à fait possible. Donc il n'y a pas de raison d'y renoncer. Soit pour concernant l'histoire, la genèse de Nostradamus, des centuries, la genèse du judaïsme, la genèse de la langue française. Cela peut être effectué, on peut effectivement faire une genèse, pour employer le mot qui sert pour inaugurer et qualifier le premier livre de l'Ancien Testament, et notamment le premier livre du Pentateuque. Mais alors justement, le problème c'est que cette genèse du Pentateuque, elle est tout sauf une genèse, c'est-à-dire qu'elle est déjà un état tardif en réalité, où les choses se sont déjà télescopées, se sont entrecroisées, entremêlées, où la chronologie même des événements n'est pas satisfaisante, où le comportement qu'on prête à Elohim, au Dieu, ne fait pas sens. C'est pas qu'il ne fait pas sens parce que les dieux ne font pas sens, c'est parce que le récit qui nous est transmis est truffé d'invraisemblances. Je ne parle pas d'invraisemblance au niveau de la durée des jours de la création, ce n'est pas le problème. Je parle d'invraisemblance au niveau de la séquence des événements. Est-ce qu'on peut. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais enfin bon, on dit Dieu créa le ciel et la terre, et puis tac, on lui dit la terre, ah ben la terre, elle était chaos. Alors s'il était chaos, il ne l'a pas créé. Dieu crée l'homme, androgyne, et puis après, toc, un peu plus loin, ah oui, mais il va compléter. Alors ça veut dire quoi, il va compléter? Donc, il a créé un être humain et puis il va le compléter. Mais non. En réalité, il y a des choses qui étaient avant l'intervention de ces dieux, de ces Elohim, et ces Elohim, ils ne créent pas tout ex nihilo, ils corrigent, ils réparent, ils apportent quelque chose à ce qui était déjà là. Bon, voilà, un exemple parmi d'autres. Donc moi c'est ma façon de comprendre Descartes. Je répète encore à la fois la formule que j'ai mise en avant, savoir, il s'agit non pas de passer, il faut revenir à la simplicité, à ce qu'on comprend bien, parce qu'en fin de compte, au fond, il ne faut pas infliger à son cerveau
des exercices qui sont insolubles. Il faut revenir à des choses simples. Ça renvoie au cogito. Voilà. Je comprends parce que c'est simple. Et c'est, paradoxalement, c'est à l'origine que les choses sont simples. C'est après qu'elles deviennent compliquées. Et donc dans le devenir, elles sont déjà presque incompréhensibles. On peut se contenter simplement de les mémoriser, ou de les constater, ou de les observer, ou de les décrire. Avec comme soupape de sécurité de dire, de toute façon, on va voir ce que ça va donner. Donc on va passer, on n'est plus dans le passage de la puissance à l'acte, on est en train de passer de l'acte à la puissance, si on peut dire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est le passage à l'acte qui va être le juge de paix, en quelque sorte. Or non, non, c'est pas l'acte. L'acte, on retrouve une pseudo-simplicité dans l'acte final pour ce qui se substitue à la simplicité qui doit exister au niveau du plan originel. Donc il y a une espèce de tour de passe-passe. Un astrologue, par exemple, va dire oui, bon, écoutez, oui, bon, c'est très compliqué, mais on va appliquer, on va pratiquer, et là vous allez voir que c'est simple, parce que les gens vont dire oui, c'est vrai ou pas vrai. Terminé, bon, voilà. Sans être capable justement de remonter à la cohérence, à la clarté d'origine, alors on se contente de parler de la clarté, non pas des origines, mais la clarté des aboutissements, des achèvements.